quel point commun y a-t-il entre une thèse et un vélo? Cette question peut peut-être vous paraître saugrenue. Pourtant, pour moi, elle s'est avérée existentielle. À 35 ans, je n'ai jamais réussi à enfourcher un vélo. Et après 6 années d'inscription en thèse, je n'ai pas réussi à finaliser mon manuscrit. Pourtant, je croyais avoir vraiment mis toutes les chances de mon côté pour parvenir à mes fins. Pendant ma scolarité, j'ai travaillé d'arrache-pied pour obtenir les félicitations à chaque trimestre. J'ai même été plusieurs fois première de ma classe. Aussi, lorsque je suis arrivée à l'université, je suis restée sur ma lancée et j'ai travaillé encore plus dur. Souvent, d'ailleurs, au détriment de ma vie privée. J'ai donc réussi à obtenir des mentions à chaque semestre et j'ai majoré 2 fois. A priori, j'étais donc promise à un brillant avenir. Et pourtant, lorsque je suis parvenue à passer le cap décisif de la sélection des Master 2, je me suis relâchée. Enfin, du moins, je me suis plutôt éparpillée. Comme je n'étais pas vraiment arrivée à choisir entre le master droit privé et un master en droit pénal, j'avais fait un choix mi-figue, mi-raisin, qui consistait à faire le master droit privé en parallèle du DU de criminaux et de sciences pénales, du DU d'anglais et mon investissement dans une association qui faisait de l'intervention en milieu carcéral. Alors au milieu de tout ça, bien évidemment, mon investissement, lui, dans la rédaction de mon mémoire fut relatif. Si bien que le résultat a été nuancé et il ne m'a pas permis d'obtenir le financement de ma thèse, qu'à l'époque on appelait une allocation recherche. Alors je me suis retrouvée perdue, mes projets étaient remis en cause et je n'avais pas vraiment réfléchi à une alternative. Alors que je me promenais dans les couloirs de l'université, un peu en déshérence, je suis tombée sur une affiche. Classe préparatoire intégrée pour l'égalité des chances. Comme j'avais été assez subjuguée par le métier de magistrat, je me dis que finalement, la vie avait peut-être choisi pour moi. Et j'ai donc envoyé ma candidature pour intégrer cette classe prépa. Et contre toute attente, je fus parmi les 16 personnes retenues au niveau national pour faire partie de l'aventure. Eh bien, malgré ce cadre extrêmement privilégié de préparation, je dois vous avouer que j'ai échoué. Là encore, il m'a fallu trouver des ressources et rebondir. Seulement voilà, de ressources financières, je n'en avais plus. J'ai donc travaillé pendant 1 an comme assistante d'éducation dans un collège en zone d'éducation prioritaire à Bordeaux. Mais comme je ne voulais pas abandonner l'enseignement, je me suis inscrite au centre de préparation à l'administration générale. Là encore, c'était sélectif et j'ai réussi. Néanmoins, nous arrivons au terme de cette année de préparation au concours et là encore, j'ai fait chou blanc. Bon, cette fois, on ne va pas se mentir, l'échec n'était plus une option. Donc, la mort dans l'âme, je me résous à m'orienter vers une filière pour laquelle il n'y aurait finalement pas un grand aléa puisque sélection sur dossier. Et comme dans le passé, j'avais travaillé très dur pour avoir un dossier irréprochable, je réussis à intégrer un master de droit notarial. Je trouve très rapidement un stage, avant même l'obtention de mon master 2, donc le fameux stage de 2 ans, qui est le sésame nécessaire pour l'obtention du diplôme de notaire. Me voilà en stage et là, stupeur et tremblement, je ne corresponds absolument pas, j'ai envie de dire, à la fiche de poste. En réalité, mes prédominances comportementales, mes aspirations sont en totale inadéquation
avec les qualités et les compétences requises pour le métier de notaire. D'ailleurs, cette inadéquation est telle que cela me renvoie à un épisode de ma jeunesse où, lorsque je m'apprêtais à devenir réserviste dans la gendarmerie et que j'ai donc dû faire une préparation militaire de 3 semaines, j'apprenais l'ordre serré et là, l'adjudant me dit « Madame, on n'est pas au French Cancan ». Donc vous imaginez, c'était vraiment ridicule et je me sentais vraiment comme ça, totalement pas à ma place dans le notariat. C'est la raison pour laquelle, bien que j'ai obtenu ce diplôme de notaire, aujourd'hui il a une vocation purement ornementale. Il me fallait donc à nouveau rebondir. Et là, bien que à l'époque je sois âgée de 28 ans, je fais le pari relativement risqué de me relancer, ou de tenter plutôt de me relancer en thèse. Mais voilà, vous imaginez, avec les casseroles que j'avais, c'était extrêmement difficile, c'est extrêmement sélectif. Alors, je raisonne pendant cette préparation, mais comment je vais faire pour essayer de valoriser ce temps qui peut paraître un peu perdu. Alors j'ai peur d'abord qu'on me dise que mon parcours est chaotique, erratique. Et finalement, non, je décide de ne rien cacher des échecs que j'ai dû surmonter à cette commission de sélection. Eh bien, ce fut un pari payant, puisque j'ai été parmi les 21 candidats, celle qui a été retenue parmi 5 autres pour obtenir un contrat doctoral avec mission d'enseignement. Or, l'enseignement, c'était ce qui me faisait vibrer, moi. J'avais été tutrice pédagogique, j'avais fait de l'enseignement en milieu carcéral et je savais que c'était ma vocation. Alors, j'étais vraiment ravie de cette issue favorable et je pensais que cette fois, j'étais sur les rails. J'entrevoyais déjà le bout du tunnel. Au bout de 4 ans, ça y est, je serai docteur. Peut-être 1 ou 2 années plus tard, j'arriverai à être qualifiée aux fonctions de maître de conférence. Du moins, tel était le discours que je me racontais. Mais ça n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Au bout de 2 ans d'inscription en thèse, j'étais vraiment rassérénée, ravie de cet enseignement, de l'opportunité d'enseigner qui m'avait été donnée. Mais d'un autre côté, je n'arrivais pas à avancer dans la rédaction de ma thèse. Me voilà dans mon salon un soir et je ressens un poids sur ma cage thoracique. Une oppression telle qu'elle m'empêche de respirer. Alors, je me résous, pour la première fois dans ma vie, à appeler le SAMU. Pour vous dire à quel point j'étais inquiète de ce qui était en train de se passer en moi et que je ne comprenais pas. Le médecin que j'ai au bout du fil me pose une question qui me paraît totalement inadaptée. Il me dit « Mademoiselle, est-ce que vous avez des soucis dans la vie ?» Sur le moment, je ne comprends pas très bien, ce malaise est physique pour moi. Il me dit « Je pense pourtant que vous faites une crise d'angoisse, donc ne vous inquiétez pas, ça va passer. » Je raccroche et effectivement, le mal-être se dissipe. Néanmoins, j'ai été contrainte par cet événement de faire un arrêt sur image et de me regarder en face, ou du moins de regarder en face la situation telle qu'elle était. Tous mes enseignements avaient été condensés sur un semestre et j'étais désormais désœuvrée. Enfin, en théorie, j'aurais dû être en train de rédiger ma thèse, mais ça n'était pas le cas. Mes journées, je les passais chez moi, enfermée, honteuse de ne pas arriver à rédiger, et pourtant, je ne demandais pas d'aide. Je pensais que ça allait passer. Alors, je suis allée voir mon médecin, et évidemment, son diagnostic fut le suivant, c'est une dépression. Donc, au lieu de chercher en moi, ou même à l'extérieur, les ressources pour débloquer cette situation, je me suis contentée de prendre des médicaments. Alors autant vous dire que ça n'a pas porté ses fruits, ce fut une stratégie absolument désastreuse. Donc j'arrive au terme de mes 3 ans de contrat à l'université de Montpellier et j'ai rédigé royalement 100 pages.
Pour vous donner un ordre d'idée, une thèse en droit, en moyenne, c'est 500 pages. On est un petit peu loin du compte. Il me restait en gros 1 an, d'après l'échéancier que je m'étais fixé, pour rédiger 400 pages. Objectif ambitieux. Donc en attendant, il me fallait tout de même trouver un contrat d'ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et comme souvent, puisque je suis née au Zimbabwe, que grâce à mes parents, j'ai vécu déjà en Outre-mer, j'ai quand même cette fâcheuse tendance à vouloir repartir de zéro quand quelque chose ne va pas, au lieu de tenter de le réparer. Eh bien, c'est une nouvelle fois la facilité vers laquelle je me suis orientée, puisque j'ai vu un poste disponible à l'Université de la Polynésie française et j'ai sauté littéralement sur cette occasion. Alors, par chance, j'ai été la candidate qui a été retenue et c'est ainsi que je suis arrivée ici en Polynésie. Le choc culturel fut immense. Si vous m'aviez vu avant d'arriver ici, j'étais guindée, on me trouvait froide. Certains me disaient même hautaine et pas vraiment accessible. Je n'avais en fait pas l'air humaine. Ici, très vite, je m'aperçois que si je ne change pas de braquet, que si je ne change pas mon fusil d'épaule, très rapidement, ça va occasionner des problèmes relationnels. Alors, j'abandonne mes talons, j'enlève mon maquillage et j'essaie de me montrer sous mon vrai jour, la plus naturelle possible. Je me vois confier un enseignement qui s'appelle la méthodologie du travail universitaire. Et ça a été pour moi une bénédiction. Alors, si vous questionniez mes étudiants, ils vous diraient que c'est certainement l'enseignement qui leur a paru le plus ludique, le plus facile. Et pourtant, l'enjeu de cette matière était majeur. Il s'agissait de les aider à se découvrir, à trouver leurs qualités, à déceler aussi leurs points de vigilance, à voir ce qui les animait. Et dans ce cadre-là, on m'a laissé carte blanche. Et j'ai donc, à la première séance, organisé un exercice dit brise-glace, en théâtre notamment. Je me suis servie de ce que j'avais appris au cours de mon parcours. Et donc, j'ai décidé de leur proposer de venir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui devant vous, c'est-à-dire se présenter aux autres, aussi bien à moi qu'à leurs camarades. Le but ? Créer un climat de confiance, d'harmonie, et surtout créer du lien entre eux, parce que le droit, c'est un milieu aride et qu'il faut beaucoup de détermination pour venir à bout de ces années d'études. Donc, on a besoin d'alliés. Et je me suis imposée de participer à cet exercice. Et à ce moment-là, j'ai été confrontée à un dilemme. Un petit bonhomme, vous savez, comme dans les dessins animés, me disait « Emmanuel, tu ne les connais pas, c'est leur première année à l'université, donc tu dois asseoir ton autorité et tu dois te montrer irréprochable et sans faille. » Et ça, c'était plutôt l'Emmanuel de France. La nouvelle Emmanuel, celle métamorphosée par son contact avec la civilisation polynésienne, avait plutôt tendance à dire « Et si tu montrais à tes étudiants la partie immergée de l'iceberg, celle qui t'a conduit là où tu en es ?» Eh bien, c'est cette seconde option que j'ai choisie. Et à l'issue de cette prise de parole, mes étudiants m'ont applaudi. J'ai donc compris que j'avais choisi la bonne option. Donc le message que je voudrais vraiment vous faire passer aujourd'hui, c'est que on prend complètement conscience des effets délétères des réseaux sociaux sur les publics jeunes, en particulier les adolescents, puisque l'on se montre sous un jour extrêmement favorable, si bien que lorsque l'on ne rentre pas dans le moule physique qui nous est proposé, ou que l'on n'a pas la vie rêvée que l'on voit, eh bien on se sent mal dans sa peau. Mais s'est-on jamais demandé ce que ça provoque comme effet de ne voir que des gens qui réussissent? Allez donc faire un tour sur LinkedIn et vous aurez l'impression d'être le plus nul qui soit. Alors, si tout simplement on se délestait de notre bonnet d'âne et qu'on se serve
de nos imperfections, qu'on utilise nos échecs pour tendre la main aux autres et leur dire que c'est normal, qu'il leur faudra de la patience, qu'il leur faudra aussi du courage pour arriver à vivre le rêve qui les habite. Donc nous avons tous une option et c'est désormais ma seule certitude. La vie met des pierres sur notre chemin. Maintenant, le choix qui nous revient, c'est de savoir si on va en faire un mur ou un pont. Je vous remercie.